Et on va poursuivre donc l'après-midi. On va maintenant passer à une table ronde et j'ai le grand plaisir de passer le micro au professeur Mathurin Fiumry, que vous connaissez tous. Mathurin, le micro est à toi. C'est pas moi, c'est moi qui vais donner le micro à mes collègues et je les invite à venir sur la scène peut-être. Hélène, Anne et Benoît. Et peut-être que je vais rester là s'il y a des questions. T'as vu Anne, ils ont mis les... T'es forte, hein, ils ont même mis la couleur des sièges aux couleurs de la FA. Donc pour tout le monde connaît Anne. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Hélène. Hélène Sarter, c'est la responsable du registre EPIMAD. On a parlé de Corinne Gower tout à l'heure. Et donc c'est Hélène qui a pris la suite de Corinne. Elle va vous expliquer un petit peu ça. Et Hélène est statisticienne. Donc elle a un profil différent des autres collègues qui sont autour de la table. Et Benoît Chassin, qui est chercheur plutôt fondamental, translationnel, on peut dire ça, dont la thématique est l'alimentation et le microbiote. Et donc le but de la table ronde, c'est déjà de parler du futur. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup d'objectifs qui ont été remplis aujourd'hui, faire un état des lieux de ce qui existe, convaincre un peu tout le monde, et je crois que ça l'est, qu'il faut sortir de nos silos respectifs, et puis maintenant de voir un peu quelle est la suite. Et donc vous êtes tous là parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses, des travaux multidisciplinaires, structurants, et donc vous avez l'expérience de ça, et le but c'est de vous écouter un petit peu sur ce que vous avez déjà fait, votre expérience sur les difficultés, ce qui a marché, pas marché, etc., et se projeter déjà vers l'avenir. Et donc j'ai une première question pour Hélène, c'est vis-à-vis de ce qui a déjà été fait, notamment par rapport au projet qui a été présenté ce matin par Annabelle Doram sur le projet CROPS. C'est Corinne qui avait débuté ce projet. Je crois que les premières idées, elles remontent depuis très très longtemps. Et c'est Corinne qui est allée avec son bâton de pèlerin, elle disait ça, taper à la porte de tous les collègues avec les cartes du registre. Je ne sais pas si Jean-Fred est encore là, il pourra témoigner probablement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ? Merci Mathurin, puis merci bien sûr à l'AFA de m'avoir invité à parler aujourd'hui, puis merci pour cette journée qui a été vraiment très riche en enseignements, puis il y a déjà beaucoup de choses qui ont résonné avec ce qu'on va dire maintenant, beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je retiens notamment, ce qui est vraiment important, c'est cette complexité qui est spécifique à la santé environnement, donc pas seulement dans les MICI, mais en général. Je peux vous demander de parler dans le micro, s'il vous plaît ? Il ne marche pas ? Non, là mais oui, pardon. plus près de votre bouche, okay. Tout simplement. Merci. Je recommence du coup ou Non, vous avez comme quand vous même voulez. Pour les personnes à distance, pour l'enregistrement, c'est bien. Ok, parfait. Merci. Donc voilà, c'est cette complexité qui fait qu'on ne peut pas travailler comme on travaille d'habitude. Je pense qu'en recherche clinique, en épidémie, on a l'habitude de travailler en collaboration avec plusieurs équipes, mais par contre, l'interdisciplinarité, on a peut-être un petit peu moins l'habitude. Et je vais vous raconter un petit peu comment on en est arrivé là au registre EPIMAD. Donc le registre EPIMAD, je pense qu'on en a suffisamment parlé aujourd'hui pour que je n'ai pas besoin de vous en reparler. Donc il existe depuis 1988, donc on a maintenant 30 ans de recul. Alors ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est de savoir que en fait, les MICI dans notre région du nord de la France, elles sont apparues plutôt tardivement par rapport à d'autres pays, donc plutôt vers les années 70-75. Donc Jean-Frédéric, s'il est toujours là, il pourrait vous en parler très bien. Et c'était assez étonnant parce que même par rapport à nos voisins belges, c'était pas le même profil. La maladie est apparue plutôt en Belgique, donc ce qui a fait que, alors j'étais pas là à l'époque, mais que la question de l'environnement s'est posée très tôt dans notre région. Ce qui a abouti donc en 1988 à la mise en place du registre, qui a d'abord servi à étudier les tendances plutôt temporelles des MICI, avec une augmentation constante. D'ailleurs, on vient de faire une publication pour faire le bilan de 30 ans d'incidence qui montre qu'effectivement, elles augmentent toujours, et notamment chez les jeunes adultes, mais aussi peut-être plus fortement chez les femmes dans la RCH, ce qui fait que l'incidence de la RCH des femmes rejoint désormais celle des hommes, donc ce qui est quand même aussi peut-être à prendre en compte dans nos études sur l'environnement. Donc on a commencé par ces analyses temporelles, et à partir des années 2010, des études plus spatiales ont commencé à émerger, donc avec notamment les travaux de Christophe Declercq puis de Michael Génin. Et donc on s'est retrouvé avec des cartes de la région qui montraient effectivement une hétérogénéité spatiale qui pouvait laisser supposer qu'il y avait des facteurs environnementaux qui étaient en jeu dans notre région notamment.
Et donc Corinne Goer, à l'époque, qui dirigeait le registre, mais aussi, je pense, Jean-Frédéric Colombel et Antoine Cortot, sont allés, avec ces cartes, rencontrer différents types d'acteurs. Donc, alors, je vais vous faire un petit peu la liste. Ils sont allés voir des géologues, alors qu'ils n'ont pas trouvé immédiatement de lien. Donc, il y avait une question ce matin, je crois, sur la géologie. Donc, ils n'ont pas trouvé de lien avec la géologie de la région. Des historiens du mémorial de la Grande Guerre à Péronne qui, eux non plus, donc pareil, il y avait une question ce matin, n'ont pas trouvé de lien évident avec les lieux de la Première Guerre mondiale, notamment aussi en fonction des vents, etc. Elle est allée voir des sociologues, des sciences. Elle a eu beaucoup de rendez-vous, Corinne, avec Sciences Po à Lille, avec Pierre Mathiot, qui ont abouti. Alors tout ça a abouti à des petites études un peu parfois ponctuelles, avec aussi des géographes. Alors ces géographes qui ont dit que les clusters, a priori, étaient des zones où les gens étaient assez peu mobiles, c'est-à-dire que par rapport aux zones de sous-incidence, c'était des zones où les gens, ils naissaient à un endroit, ils vivaient à cet endroit, ils mouraient à cet endroit. Donc peut-être qu'effectivement, l'exposition à l'environnement était peut-être cumulée et c'était peut-être ça qui faisait qu'ils déclenchaient la maladie au final. Et donc ça aboutit à pas mal de discussions qui ont permis aussi de nous connaître, avec toutes ces disciplines qui sont différentes. Des études un peu sociologiques aussi, alors qui n'ont pas forcément abouti à des grandes conclusions, mais qui nous ont permis de discuter, d'approprier les méthodes des uns, des autres, le vocabulaire, des choses comme ça différentes. Bien sûr, on a pris contact avec les environnementalistes qui vous ont présenté les résultats ce matin, avec les sciences fondamentales avec qui on travaille beaucoup aussi, avec bien sûr les historiens, donc plutôt de l'histoire économique et sociale, donc avec Léo qui est présent un peu plus loin et qui a travaillé sur le projet CROPS. Donc en fait, il y a eu quand même de longues années de discussions très informelles, de petites études, donc en partie aussi financées par l'AFA et par d'autres, jusqu'à ce qu'on aboutisse à la mise en place d'un consortium héroïque, donc, dont l'objectif était de déterminer la cause de la maladie de Crohn à partir de notre région. Et donc ce consortium qui réunit des cliniciens, des épidémiologistes, des statisticiens, des toxicologues, des environnementalistes, des historiens, des sociologues, je ne sais plus si je l'ai dit, etc. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant ce matin dans le discours d'introduction de Corinne Devos et d'Anne Buisson, c'est qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, on n'arrivait pas à trouver des fonds pour travailler sur ce sujet, parce que comme on n'avait pas un polluant ou même une liste de polluants spécifiques à étudier, on nous disait que oui, c'était trop vaste, et donc on ne trouvait pas, donc on n'arrivait pas à financer nos études. Et donc on a fini par vraiment travailler ensemble pour construire ce projet CROPS interdisciplinaire, dont l'objectif était de mettre en évidence des polluants qui pourraient avoir un lien avec la maladie de Crohn, pour ensuite passer à des études interventionnelles futures qui pourraient être financées peut-être plus facilement. Donc voilà un petit peu l'histoire que Annabelle avait déjà bien racontée ce matin. Et donc je pense que c'est quand même un exemple de belle réussite interdisciplinaire, puisque on a commencé à vous présenter des résultats ce matin. Alors bien sûr, ça va continuer et il faut qu'on continue. Voilà, pour un petit... Combien de temps ça a pris? 10 ans? Entre les premiers contacts, Annabelle Premiers contacts, je pense qu'il y a une dizaine d'années, une petite dizaine. 2018, c'était la mise en place du consortium héroïque. A posteriori, donc là, c'est les premiers résultats qui apparaissent quand même. Mais là, si c'était à refaire, dans le montage du projet, dans les projections qui ont été faites, dans les financements qui ont été obtenus, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment là parce que là, il se pose déjà la question de la suite et du futur du projet. Je pense que, comme je l'ai dit, on s'est posé la question de faire différemment. On a écrit plusieurs projets vraiment spécifiques d'études individuelles, interventionnelles, et avec des prélèvements sur des patients, et on n'a pas réussi à les financer. Donc, on a souhaité faire différemment, et on a eu des écueils, en fait. Donc, je pense que... Je sais pas si... Merci. On a eu besoin de ce projet pour justement se poser et réfléchir, avoir les premières briques. Quand on se pose la question, il y a peut-être une influence environnementale au sens de la qualité de l'environnement, et puis on ne sait pas si on va réussir à répondre à la question et à sortir. Nous, le gros challenge, c'est à la fin, chacun attendait allez, je caricature évidemment, mais une liste en disant, à la fin de CROPS, héroïque
arrive et quelles études on fait à la suite. On ne savait même pas répondre à cette question, on ne savait pas si on allait y arriver. Dans nos domaines, sortir une carte, même si elle est imparfaite, on y arrive toujours. Sortir une hypothèse qui soit robuste, qu'on puisse défendre après, ça, on ne savait pas. Donc on a eu besoin de cette étape-là aussi pour se parler, aussi pour comment on allait discuter comment on allait discuter avec Léo alors que les pas de temps ne sont pas les mêmes géographiquement, on ne fait pas la même chose. Est-ce qu'on allait réussir finalement à rompre ce silo puisque c'était l'objectif de l'interdisciplinarité? Est-ce qu'on n'allait pas revenir à nos habitudes de retravailler séparément et puis de se rencontrer une fois par an pour discuter des résultats, ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'il y a des questions pour Hélène dans la salle ou sur le consortium? Merci. Alors moi, j'ai une première question vraiment naïve. Est-ce que ce type de clustering existe dans d'autres pays, en Allemagne par exemple? Alors, à ma connaissance, il y a assez peu de cartes géographiques à des échelles. Il y a des cartes du monde qui sont publiées régulièrement. Je crois qu'au Canada, il y a des clusters au Canada, mais c'est plus grossier, hein, c'est ça. Puis sur des zones plus petites, donc c'est un peu plus. Après, ce que disait ce matin Annabelle, c'est que on voit que nos clusters dans notre région, finalement, ils sont tous rouge écarlate quand on se met à l'échelle de la France. Maintenant, si on met la France à l'échelle du monde, on va être aussi dans une, peut-être pas rouge écarlate, mais on va être orange. Donc, de toute façon, c'est toujours une question d'échelle géographique. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a assez peu, à ma connaissance, de cartes, en tout cas dans les Mickey. Ça se fait pour d'autres maladies aussi, par contre, et d'autres pathologies aussi. D'accord. Et donc, j'avais une deuxième question. Ce matin, il n'a pas été vraiment abordé de relations microbiote dans ce clustering dans la région Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'il est envisageable d'analyser le microbiote dans les différentes régions on va travailler avec Benoît. Là, c'est le but de la table ronde, justement, c'est cet échange. C'est très compliqué, pour répondre à la place d'Hélène. Avoir des prélèvements en population générale dans un registre de sang, c'est déjà compliqué. Des prélèvements de sel, on va essayer de s'y atteler pour un autre projet là, et dont Jean-Frédéric Colomel a parlé un petit peu, mais on n'imagine pas avoir une exhaustivité sur les prélèvements de sel. Mais ça fait la transition avec Benoît, qui peut peut-être aussi nous partager son expérience aussi du côté translationnel et du travail multidisciplinaire, parce que tu travailles beaucoup sur le microbiote. Il faut avoir notamment des prélèvements de sel, il faut avoir des contacts avec les cliniciens, avec les patients, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est ton expérience dans tout ça? Quelles sont les difficultés auxquelles tu es contribué, tu t'es confronté au quotidien dans le montage de tes projets et dans ta recherche au quotidien? Alors, du coup, je ne sais pas si le plus dur, c'est les patients ou si c'est les cliniciens. Ça, c'est une bonne question. Les cliniciens, c'est sûr. Probablement. Ouais, donc oui, merci à Anne déjà de m'avoir convié à cette table ronde et à cette journée. Je pense vraiment que c'est l'organisation de ce genre d'événement qui permettra justement d'aller plus loin dans les efforts de recherche. Donc je voulais pas trop m'attarder sur ce qu'on fait vraiment au laboratoire, mais d'un autre côté, ça illustre bien aussi, je pense, comment on peut répondre à certaines de ces questions. Nous, quand on a commencé sur les liens alimentation-microbiote, c'était en 2012, donc il y a plus de 10 ans. Et au tout début, on a commencé, donc on s'intéresse à certains additifs alimentaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a commencé au début avec des souris, tout simplement. On avait nos souris dans nos cages, on les traitait avec ces additifs, et puis on observait plus de colites, plus d'inflammation, des altérations du microbiote, etc. Et donc ça, c'était une recherche qui était très, très centrée sur nous-mêmes, sur notre laboratoire, etc. Et bien sûr, après, c'est poser la question de comment aller plus loin, comment est-ce qu'on peut ouvrir ça, comment les aspects de translationnel. C'est pour ça que quand tu m'as présenté en tant que chercheur translationnel, je pense que ça colle bien maintenant à ce que je fais. Et du coup, là, il a fallu s'ouvrir au monde de la clinique et ouvrir des collaborations. Donc on a fait pas mal de choses. On s'est ouvert déjà à des collaborateurs microbiologistes pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que ces additifs pouvaient avoir un impact direct sur le microbiote. On a fait une première étude clinique chez les participants sains, qui était vraiment une étude pilote pour voir un petit peu ce qui se passait et comment est-ce qu'on était capable de moduler la prise de ces additifs au niveau de la population générale. Et là, on a un nouvel essai clinique qui, j'espère, va bientôt être publié, où on a regardé chez 150 patients Crohn quel était l'impact d'un régime riche en agents émulsifiants versus un régime faible en agents émulsifiants. Donc je trouve qu'on voit bien l'importance de la collaboration dans cette recherche-là, c'est-à-dire qu'on a commencé chez la souris.
Maintenant, on est chez l'homme. Et ça, c'est vraiment en mettant en place des collaborations ambitieuses. Et bien sûr, comment mutualiser pour accélérer, c'est via les financements. J'imagine qu'on va en reparler. Donc voilà, essayer de construire au fur et à mesure des étapes comme ça, les bonnes collaborations au bon moment pour répondre à la bonne question. Je pense que c'est vraiment des éléments clés. On a, concernant les mécanismes un petit peu, donc c'est des additifs qui vont cibler certaines bactéries. En fait, on a un papier là qui vient tout juste d'être accepté où on montre qu'on n'est pas forcément tous égaux dans notre réponse à ces additifs alimentaires. Certains d'entre vous ont probablement un microbiote qui est très résistant, donc tant mieux pour vous. Vous pouvez continuer de manger de la crème glacée autant que vous voulez, sauf pour les aspects gras bien sûr. Et d'autres microbiotes seraient très très sensibles à des additifs alimentaires. Et en fait, on a pu mettre en place une signature métagénomique qui nous permet de prédire, c'est-à-dire qu'en ayant un échantillon de sel, on peut prédire si un patient est sensible ou résistant à ces additifs alimentaires. Et du coup, dans la préparation de la table ronde, je regardais, le papier vient tout juste d'être accepté. On a nous, donc en tant que, je sais pas, chercheur microbiologiste un peu fondamental, on a des collègues qui font de la modélisation de microbiote, on a des bioinformaticiens, on a des cliniciens qui sont tous impliqués, auteurs dans cette étude-là. On a impliqué aussi des cohortes de validation, donc on a aussi impliqué Laurent Perrin-Viroulet avec l'IHU Infini à Nancy, etc., pour voir au sein d'autres cohortes, est-ce qu'on arrive à retrouver la même signature de prédiction aux sensibilités, etc. Donc on se retrouve avec un papier où on est une vingtaine d'auteurs pour cette question-là, qui je pense est vraiment hyper importante. Et en fait, quand moi j'étais en thèse, quasiment l'intégralité des papiers qu'on faisait restait au sein du laboratoire, et c'était uniquement des auteurs du laboratoire. Maintenant, on voit bien, et ce qu'a présenté Jean-Frédéric illustre aussi parfaitement ça, c'est qu'on a besoin de ces collaborations ambitieuses, larges, avec des cliniciens, des aspects fondamentaux, des aspects translationnels, etc., etc. Ce qu'a présenté Mélanie aussi ce matin sur la cohorte Nutrinet Santé. La cohorte Nutrinet Santé, c'est un outil qui est extraordinaire. Ils ont des interrogations microbiotes auxquelles ils ne peuvent pas forcément répondre. Nous, on a des outils microbiotes, une force de frappe en microbiote, mais par contre des connaissances en nutrition où on est parfois limité. Et du coup, d'unir nos compétences sur l'aspect NutriGut pour voir quelle est la composition des microbiotes au sein de la population générale en lien avec un phénotypage nutritionnel vraiment très approfondi. C'est ce qu'on essaie de faire avec Mélanie. Voilà, je pense vraiment que c'est ce genre de collaboration ambitieuse qui doit être soutenue par bien sûr des financements qui nous permettra d'aller plus loin dans la compréhension des Mickey. Donc c'est autant toi qui sollicites les cliniciens que les cliniciens qui te sollicitent. Oui, je pense qu'il y a à peu près, carrément, les collaborations, elles sont un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois, je suis sollicité aussi pour des projets. Bon, bien sûr, il faut aussi savoir sélectionner, on ne peut pas forcément tout faire, etc. On a un projet, j'avais été sollicité à mon retour en France pour regarder l'impact de bioinsecticides. Alors, de plus en plus, il y a bien sûr les pesticides qui sont utilisés, il y a aussi des bioinsecticides qui sont utilisés, donc qui sont autorisés pour être utilisés dans le bio. Et notamment la bactérie Bacillus thuringiensis, qui en fait, c'est une bactérie qui est fascinante, elle forme des spores. Et dans ces spores, à l'intérieur des spores, il y a des toxines. Et ces toxines peuvent tuer les chenilles ravageuses, etc. Et en fait, donc c'est biologique puisque c'est une bactérie. Et du coup, c'est autorisé dans le bio. Et du coup, il y a quand même ce concept de peut-être ces toxines, en ayant un impact si délétère sur les ravageurs, peut éventuellement avoir un impact aussi négatif sur l'intestin, sur le microbiote, etc. Donc quand on m'a contacté avec cette idée, je trouvais ça, oui, bon, pourquoi pas. Au final, on a eu le financement, on est en train de faire les premières manips. Et je trouve que c'est une idée de collaboration que j'aurais moi-même jamais soulevée, mais qui, je pense, est hyper intéressante. Et l'inverse est vrai. Des fois, je vais voir des collègues pour des projets Mickey, où c'est pas forcément leur interrogation, mais une fois qu'ils comprennent les enjeux, ils sont hyper intéressés et ils rentrent dans la barque. Et toi qui as travaillé aux États-Unis pendant un moment, c'est quoi les forces du modèle français ou du réseau français, pour pas parler des faiblesses peut-être? Non, si. Non, mais c'est vrai que c'est deux modèles qui sont tellement différents. Je trouve que les aspects collaboratifs en France, quand même, sont très, très favorisés, notamment si on regarde les ANR. La principale source de financement des ANR, c'est via des projets collaboratifs. Tandis qu'aux États-Unis, la principale source de financement des laboratoires, c'est un peu caricatural de synthétiser comme ça, c'est plutôt via des financements de type ERC, donc plutôt des gros financements qui financent le laboratoire et les thématiques du laboratoire uniquement. Et du coup, c'est vraiment chaque PI aux États-Unis qui doit aller chercher ses collaborateurs en fonction de ces questions. Tandis qu'en France, on a un peu plus l'habitude, et je pense que c'est plutôt une force, ça peut aussi être une faiblesse, mais c'est plutôt une force de penser aux collaborations dans la démarche même, avant même d'aller chercher les financements. Ça, je pense que ça peut être une force en France. Est-ce qu'il y a des questions pour Benoît dans la salle? Franck?
Moi, j'ai une question justement, une question d'un clinicien difficile, non, pardon, une question difficile d'un clinicien sur les patterns alimentaires avec leur recoupement. Il y a une zone de recouvrement, par exemple, entre les LCDAS, la diète méditerranéenne, et l'inverse est vrai aussi. Si tu prends l'alimentation ultra transformée, il y a des additifs, il y a des émulsifiants, mais c'est aussi des aliments qui sont très riches en graisse, en sucre. Et la question est de savoir ce qui revient à la mauvaise qualité intrinsèque des aliments ultra transformés et ce qui revient aux additifs. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, tu as évoqué les travaux de ton laboratoire, mais il y en a d'autres sur la réponse individuelle aux émulsifiants, mais aussi aux fibres. Chacun réagit différemment. Ça pose une difficulté, mais peut-être aussi une opportunité dans les futurs essais de prévention par l'alimentation. Donc j'aimerais bien avoir voilà, deux questions translationnelles entre cliniciens et chercheurs. Ouais, deux questions hyper importantes. Je vais répondre à la deuxième en premier, parce que j'ai déjà oublié la première question. Donc pour répondre à la deuxième, pour les aspects fibres, il y a vraiment des grosses variations interindividuelles dans la réponse aux fibres. Il y a notamment les travaux de Ethan Wine et Heather Armstrong au Canada. Et là encore, un très bel exemple, je pense, de collaboration. C'est-à-dire qu'ils observent, quand ils traitent des patients IBD avec des fibres purifiées, ils observent que certains ont plutôt une réponse bénéfique, certains ont plutôt une réponse négative. Ils l'ont publié dans Gastro. Maintenant, ils se posent la question un petit peu du rôle du microbiote. Et du coup, ils nous ont envoyé les échantillons de leurs patients. Et nous, on est en train d'utiliser notre microbiote in vitro pour voir si on peut arriver à prédire ça. Et du coup, ça, c'est vraiment la démarche qu'ils ont. Et il y a un peu une démarche qu'on a, nous aussi, sur les agents émulsifiants. C'est d'essayer, à partir d'un échantillon de sel, est-ce qu'avec des modélisations de microbiote in vitro ou alors des analyses métagénomiques, on est capable de prédire si tel ou tel patient devrait plutôt favoriser la consommation de telle ou telle fibre ou arrêter la consommation de telle ou telle fibre. Et on essaie de faire la même chose pour les agents émulsifiants. Donc, clairement, le même concept s'applique aux fibres, aux agents émulsifiants, aussi aux édulcorants. Enfin bon, nous, on utilise les agents émulsifiants un peu comme un modèle, mais c'est clairement vraiment une famille très, très complexe d'interaction. Pour revenir aux agents émulsifiants et du coup à ta première question, oui, clairement, c'est clairement en lien avec de l'alimentation transformée, ultra transformée. Et là, autant les Canadiens, on leur apporte quelque chose, autant là, c'est l'étude clinique qu'on est en train de faire chez les patients Crohn, où clairement, nous, on a bénéficié de cette très belle collaboration avec Kevin Whelan et James Lindsay à Londres, où là, ils ont été capables de mettre en place un essai clinique randomisé. On avait 150 patients Crohn. On ne prenait que des Crohn actifs ou moyennement actifs, pas très actifs, mais moyennement actifs. Et du coup, on voulait justement s'affranchir de cet effet confondant avec les produits transformés. Et on voulait aussi éviter à tout prix de rajouter des agents émulsifiants. Parce qu'à partir du moment où on prend un régime identique pour tout le monde sans agents émulsifiants et qu'on les rajoute, se pose la question de la dose, se pose la question de quel agent émulsifiant, etc. Donc ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a pris que des patients Crohn moyennement actifs qui consommaient des agents émulsifiants. On les a phénotypés pour ça, ils ont eu des enquêtes alimentaires, on savait qu'ils ont consommé, on a estimé leur exposition aux agents émulsifiants. La moitié de ces patients-là, on leur a mis en place une nutrition personnalisée de manière à arrêter l'exposition à ces additifs alimentaires, mais à continuer l'exposition aux aliments transformés, ultra transformés, s'ils en consommaient naturellement. Et pour l'autre bras, parce qu'on voulait que ce soit en double aveugle, l'autre bras, on leur a mis on a mis en place une recommandation même sur le bras contrôle en fait, de cette étude, qui était complètement artefactuelle. Donc il fallait manger des tomates le mardi et pas de bananes le jeudi, donc des choses complètement artefactuelles, juste pour mettre l'étude en double aveugle. Donc on voit un peu la complexité d'étudier une seule classe d'additifs chez les patients Crohn, et ça clairement on n'aurait pas pu le faire sans le soutien de nos collègues de Londres. Ouais. Merci Franck. Peut-être une question pour Anne. Il y avait une question là-bas, excuse-moi. Hop. Pour essayer peut-être de faire le lien entre la question posée tout à l'heure sur la composition du microbiote et nos collègues environnementalistes, je voulais savoir si tu avais une connaissance ou une comparaison entre le microbiote des sols et le microbiote humain, à savoir si on pouvait essayer d'appréhender un petit peu l'écologie humaine par le microbiote des sols. Ouais, je sais pas. Non, c'est une très bonne question. Je sais que Nicolas Segata s'intéresse un petit peu à ces aspects-là. Il a une ERC pour essayer de répondre justement d'où viennent
ces bactéries, quelles sont les bactéries qui nous colonisent, d'où est-ce qu'elles nous viennent, etc. C'est très probablement, chez l'homme en tout cas, c'est très probablement pas ou très peu les bactéries de notre mère qui nous colonisent, probablement durant les premiers jours de la vie, les premières semaines, mais pas au plus long terme. Et on ne sait pas forcément trop comment est-ce que ces bactéries nous colonisent. Je sais qu'il y a des projets en cours, il y a des idées en cours. J'en avais discuté justement avec, je crois que c'était avec Jean-Pierre Hugo, qui avait justement cette idée de voir un petit peu les microbiotes au sein des différentes zones géographiques et comment est-ce que ça pouvait coloniser certains humains, quelles étaient la connexion entre les microbiotes des sols, les microbiotes intestinaux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à répondre et pour ces aspects-là, moi, j'ai pas du tout les connaissances et je pense pas qu'on ait les réponses encore. Oui, parce que dans le projet CROPS, j'avais demandé à Annabelle de prélever justement les sols et d'en conserver pour faire ça. Donc à savoir si c'est pertinent ou pas d'essayer d'aller chercher le microbiote des sols. C'est très probable qu'il y ait des corrélations. Après, est-ce que ce sont des corrélations directes ou indirectes? C'est qu'on peut très bien penser que dans les zones d'agriculture intensive où il y a énormément de pesticides qui sont utilisés, on a une perte de richesse très très forte dans les sols qui corrèle avec une perte de richesse des microbiotes intestinaux des agriculteurs qui utilisent ces produits. Mais du coup, ce serait plutôt des relations indirectes avec les pesticides en connexion, mais plutôt indirectes, c'est-à-dire que ce n'est pas les bactéries du sol qui colonisent l'intestin, etc. Je ne sais pas, c'est des questions hyper intéressantes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces aspects. Ouais. Juste pour ajouter un mot, donc il y a l'INRAE qui a une base de données sur l'analyse de l'ADN des micro-organismes du sol. Donc on a tenté de se rapprocher. On doit tenter à nouveau. Mais ça serait dans le même domaine, on a une base d'infos, quelque part. Anne, avec l'AFA, vous êtes acteur de la recherche sur les Mickey en France. Mais toi, d'un point de vue personnel, ça fait longtemps aussi que tu es dans le milieu des Mickey quand même. Comment tu perçois la recherche et le dynamisme sur les Mickey en France, avant de parler un peu de la perception de l'AFA et des patients sur ce sujet-là, quoi. Toi, personnellement. Moi, personnellement, après, je n'ai pas d'éléments comparatifs ailleurs. Hein, je ne sais pas comment se passe la recherche ailleurs. Moi, j'ai quand même le sentiment, parce que on fréquente quand même les chercheurs, les cliniciens, presque un peu au quotidien, que ce sont des gens qui forment une communauté quand même, hein, des gens qui sont assez soudés et qui sont quand même relativement efficaces dans les actions qu'ils mènent. En tout cas, c'est la perception que j'ai dans le cadre de la recherche sur les Mickey. Je pense juste que quelquefois, ils ont peut-être besoin d'un go-between. C'est là où on est nous aussi efficaces, hein, puisque notre objectif associatif, c'est d'agir là où il faut et au moment où il le faut pour être efficace pour les patients et pour accélérer. Et c'était justement l'objet d'ailleurs hein, de cette journée, mais aussi de ce qu'on fait pour les facteurs environnementaux dans les Mickey. Alors, ce qui m'a un petit peu frappé quand même dans cette journée, c'est qu'on a beaucoup parlé notamment des facteurs de surrisque en fait, hein, d'apparition des Mickey au niveau environnemental, alors qu'il y a aussi des facteurs environnementaux liés en fait, à l'aggravation de la maladie. Et comme on côtoie quand même beaucoup de malades et que les malades nous interpellent justement sur comment agir, ça nous intéresse en tout cas en tant qu'association au plus haut point de pouvoir aussi soutenir des projets qui vont améliorer la maladie en termes de facteurs environnementaux. Et je trouve que l'action, elle doit être aussi concrète. C'est pour ça que cette journée concrète est là. Moi, j'aimerais bien qu'à l'issue de cette journée, on puisse avoir déjà deux, trois idées concrètes pour continuer à réfléchir. Est-ce que c'est le fait d'avoir une espèce de plateforme ou en tout cas un site où on aurait de façon exhaustive les dernières études sur les facteurs environnementaux dans les Mickey? Est-ce que c'est une plateforme de mise en relation entre des chercheurs? Je trouve que c'est important pour moi, en tout cas, dans ma perception, et je pense dans la perception de l'AFA, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'avancer concrètement, de pouvoir se dire qu'on peut prendre des mesures concrètes maintenant, comme le bouton de Franck, Act Now. Et je pense que c'est vraiment important pour nous aujourd'hui d'agir maintenant.
On parlait de la temporalité, elle est importante. La temporalité, nous, notre ADN à l'AFA, c'est de pouvoir financer des projets d'amorçage. Sans ces financements de projets d'amorçage, il y aurait en fait des études qui n'auraient jamais eu lieu, ou en tout cas des grandes études qui n'auraient jamais eu lieu. Et ça, c'est important de continuer à financer ces projets d'amorçage. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut être aussi ambitieux sur les financements. C'est d'ailleurs tout l'objet de nos appels à projets qui sont ciblés. Et on l'a voulu cibler sur les facteurs environnementaux. Ces projets qu'on a sélectionnés, d'ailleurs grâce au comité scientifique, sont aussi quand même des projets qui prennent en compte les facteurs environnementaux une fois que la maladie est apparue. Je rappelle, il ne faut pas oublier ça parce que moi, j'y crois. Je crois en fait, par exemple, au fait de pouvoir actionner ces facteurs pour augmenter l'efficacité d'un traitement, pour augmenter la qualité de vie des patients. Donc il faut vraiment aussi agir maintenant quand on est malade sur le microbiote, sur l'inflammation. Avec différentes actions, ou en tout cas des choses qui soient actionnables par les patients. Et puis dire aussi que ce sont les patients eux-mêmes qui nous ont sollicités sur ces facteurs environnementaux. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ces patients vont en avoir un tout petit peu besoin pour les grandes cohortes, pour les grandes études, pour les sensibiliser à ces aspects et à rentrer dans la recherche. Et chercher ensemble, en fait, sur ces facteurs qui sont complexes, qui prennent du temps. Et donc, c'est important aussi de penser que les patients eux-mêmes, il faut les sensibiliser à l'implication dans ce type de recherche. Et dernière chose, puisqu'on est au ministère de la Santé et que tu parles de financement, et que tout à l'heure, Antoine parlait de volonté politique, et c'est d'ailleurs les premiers mots de Benoît Vallée aussi sur la volonté politique. On fera rien sans, et c'est vrai que nous, ces dernières années, en tant qu'association, le lobbying chez nous a pris beaucoup d'ampleur, parce que je pense que dans les prochaines années, ça va être une des actions phares de l'AFA, de pouvoir faire du lobbying auprès des politiques pour dire les MICI sont des priorités de santé publique, et puis les maladies inflammatoires d'une certaine façon ont le droit aussi à avoir des grandes recherches, notamment sur les facteurs environnementaux. Et aussi finir par peut-être comme dans les cancers, trouver aussi des recommandations pour le grand public pour pouvoir éviter de pouvoir avoir une MICI. Donc, je trouve qu'il faut être à la fois réaliste, donc avec des points concrets pour dire on ne se quitte pas sans se dire ce qu'on fait, et en même temps ambitieux pour essayer d'avancer et notamment de pouvoir avancer sur cette volonté politique, de pouvoir en effet avoir des bases de données exhaustives avec les choses dont on a besoin. Donc ça, je pense que c'est vraiment important pour nous. Le rôle de l'AFA en tant que financeur de la recherche sur les MICI, ça c'est quelque chose qui est bien établi et qui va continuer et qui fonctionne très bien. Le rôle de l'AFA aussi sur presque promoteur ou participation extrêmement active comme dans Mickeynote, ça aussi ça fonctionne très bien. Et ce que tu viens d'évoquer, le rôle de facilitateur ou de communicant en différents grands compartiments ou silos qui peut exister, ça je pense que c'est un vrai rôle que peut avoir l'AFA aussi. Aujourd'hui c'est un bon témoin de ça. Mais après il y a aussi le PEPR de Nadine, Anthony coordonne. Ça, c'est aussi quelque chose qui a pour objectif de donner un dynamisme extrême dans la recherche sur l'inflammation en France et sur différentes thématiques, et aussi de décloisonner le système. Et ça, je pense qu'on en a besoin. Il nous reste juste quelques minutes. Donc, ça veut dire qu'on va se donner rendez-vous pour une réunion similaire dans quelques années, Anne. Et donc, Hélène, Benoît, d'ici cette réunion, qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'organise ? Je sais pas, il y a peut-être des idées dans la salle ? Oui, je trouve que le fait de pouvoir communiquer avec des réunions, pas tous les ans, mais des réunions régulières avec un groupe de travail dédié, éventuellement à des questions, ça a été, en fait, l'INSERM avait fait un projet microbiote où il n'y avait finalement pas tant d'argent que ça, parce que chaque équipe avait 20 000 € par an, ce qui ne permet pas de faire de nourrir, mais ce qui nous a obligés, et grâce à Covid d'ailleurs, à faire des réunions non pas en présentiel, mais des réunions qui étaient en visio, et qui du coup on a fait beaucoup plus fréquentes, et donc on a essayé de créer une communauté
Et je crois, bon, Benoît est là pour en témoigner, ça a été quand même drôlement utile. Alors Benoît nous a rejoint tardivement parce qu'il a fallu se battre pour éventuellement faire entrer des gens qui paraissaient, il y a Harry qui est là aussi qui peut en témoigner, et c'était aussi de façon absolument invraisemblable, les étrangers qui avaient initialement sélectionné les gens qui avaient rentré dans le programme avaient éliminé des... Bref. Et donc, mais globalement, je trouve que pouvoir fonctionner comme ça, dans le PEPR, si ce PEPR maladie inflammatoire naît, je pense aussi que l'idée que les gens se rencontrent, parlent, parce que tout le monde n'est pas comme Benoît. Benoît a une capacité à interagir et à susciter des collaborations qui est relativement exceptionnelle. Pas la peine de te passer de la pommade, mais c'est vrai. Et en plus, il est gentil. Enfin bref. Et donc, voilà, moi je dirais faire des groupes de travail qui se revoient régulièrement, éventuellement par visio, sur des périodes courtes. Commentaire, Benoît ? Ouais, non, juste pour dire que c'est vrai que ce programme avait vraiment très très bien fonctionné et ça peut être un exemple qu'on applique à l'AFA et à la recherche sur les facteurs environnementaux dans les MICI. Et d'ailleurs, maintenant que le programme PTM se finit, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de financement, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut continuer ces réunions par visio tous les mois parce qu'on a peur de se manquer. Donc ça montre vraiment à quel point ces réunions ont fonctionné et ont permis d'établir de nouvelles collaborations, etc. Et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant à appliquer dans le cadre de l'AFA pour la recherche de l'environnement sur les MICI. Je voulais juste dire que je trouve formidable toutes les avancées qu'il y a eu depuis qu'on s'est retrouvés ici au ministère de la Santé avec le directeur, Monsieur Butet, qui était directeur des maladies chroniques, et on a présenté ce groupe de travail et je dois dire qu'on a été un peu mal à l'aise. Tu étais là, Benoît, et avec Anne, et parce que justement, on n'avait pas grand-chose à proposer. On avait des choses éparpillées. Et donc là, déjà, de pouvoir rassembler toutes ces données, c'est déjà une énorme avancée. Bon, et puis je ne vais pas revenir sur le rôle de l'AFA sur la recherche, parce que je crois que c'est énorme. Et effectivement, il y a eu aussi EPIMAD qui est là, le Je t'aide. Donc, et puis je crois qu'ici, il y a aussi les donateurs privés. Donc, c'est un rôle... absolument énorme. Et puis, alors, en tant qu'ancienne combattante, je dois dire que je trouvais extraordinaire justement les connexions qu'il y a maintenant, parce que je me souviens d'une époque pas si lointaine où chacun prêchait un peu pour sa chapelle, et là, c'est toutes ces collaborations internationales, européennes, c'est extraordinaire. Donc, il y a l'air d'avoir beaucoup de questions, beaucoup de doutes, mais il y a quand même énormément d'avancées. Et vraiment, bravo à vous tous. Merci beaucoup. Ça peut être un rôle et une discussion au prochain conseil scientifique de l'AFA aussi, de structurer tout ce qui existe, les cohortes. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et beaucoup de choses qu'on doit partager. Ouais, je pense qu'on peut vraiment en discuter au prochain comité scientifique, regarder le modèle, notamment de la communauté, regarder un petit peu aussi les différentes types de collaboration qu'on pourrait avoir, ou mettre en relation les groupes et les équipes. Ouais. Également avec notre groupe environnement qui a trouvé sa première production aujourd'hui, mais qui en aura certainement beaucoup d'autres. Et c'est vrai que c'est aussi par ce lien à l'intérieur de l'AFA qu'on va pouvoir construire la suite avec tous. Et puis une dernière chose, je pense, parce que c'est aussi bien qu'on fasse ça au sein du ministère de la Santé, on pourrait peut-être quand même se retrouver dans 2 ans. Peut-être pas tous les ans, on s'était dit que tous les ans ce serait peut-être un petit peu trop, mais en tout cas essayer de se retrouver d'ici 2 ans pour regarder un petit peu quelles sont les avancées, comment on a produit, ce serait bien. Ouais, vous avez ouvert la porte aux suggestions et je vais amener un tout petit peu de transversalité avec donc les polyarthrites qu'on a écouté aussi ce matin. En fait, il y a des synthèses qui ont été faites de toutes les recommandations scientifiques qui sont validées par un groupement d'une vingtaine de rhumatologues et cliniciens. Et je ne sais pas si ce processus il a été fait pour les MICI aussi, mais je pense que c'est intéressant, notamment sur tout ce qui est prévention, parce que ça a été évoqué de manière assez intéressante, c'est qu'en fait les patients, même sur je dis prévention, mais c'est aussi les diagnostics précoces, qui ont des impacts énormes sur toute la durée de vie du patient ensuite. Et en fait, je pense que vous avez peut-être un peu plus de force de frappe pour pouvoir communiquer auprès de toute une population de médecins premier rang, premiers cliniciens. Et donc,
Donc voilà, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais je crois que ça s'appelle ELAR, je ne sais plus comment, mais pour les polyarthrites, en tout cas, ils l'ont fait. Il y a pas mal de recommandations qui sont validées scientifiquement, et donc je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Oui, ça se fait aussi pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ouais. Ok. Peut-être qu'on peut conclure la table ronde, c'est d'accord. Et on passe la parole à Corinne.